Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Aujourd'hui, le menu, c'est d'abord parler du passage à l'euro numérique, le grand projet de la Banque Centrale Européenne. On en parle avec Yann Le Floch, ancien banquier entrepreneur dans le secteur des monnaies numériques. Et puis, on parlera en seconde partie avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, du 14e 49.3 qui passe quasiment dans l'indifférence générale. C'est à se demander si c'est pas devenu un mode de gouvernement. Et puis on parlera bien sûr de ce No Twitter Day, la grève de X, la grève de Twitter par certains fact-checkers qu'on aimerait comprendre. Voilà, on se retrouve dans un instant et on est ensemble jusqu'à 13h. Le standard, c'est 0826 300 300. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Le Floch, ancien banquier entrepreneur dans le secteur des monnaies numériques. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, le grand projet de la Banque Centrale Européenne, c'est cet euro numérique qui pose beaucoup de questions au secteur bancaire, mais aussi aux Français et aux citoyens européens. Il y a un récent sondage de l'IFOP pour la monnaie de Paris de 2022 qui montre que 79% des Français restent attachés aux espèces. 84% des Français considèrent que leur vie privée serait davantage contrôlée si les espèces disparaissaient et si on avait uniquement une monnaie numérique. Pourquoi aujourd'hui vouloir pousser ce chantier de l'euro numérique de la part de Christine Lagarde et de la Banque Centrale ? Disons que le questionnement qu'on a tous, que les auditeurs ont, que la société a, que les banques ont, comme tu l'as mis en avant Alexis, c'est le pourquoi de ce type de technologie et d'usage. Il y a différentes manières d'y répondre. Il y a le fait d'utiliser du paiement traditionnel, comme on connaît aujourd'hui avec les banques, qui reste du paiement numérique aussi, a des avantages, mais il ne permet pas d'aller, à certains égards, très loin dans les technologies et dans l'usage qui va être fait des technologies ensuite. Donc en fait, dans ces initiatives qui sont prises par les banques centrales, il y a une volonté de créer des wallets dans lesquels on aura donc des portefeuilles qui seront indépendantes probablement à certains égards des banques, et c'est ce qui semble se dessiner, et qui pourront recevoir des unités de paiement, de l'argent en somme, pour l'usage des citoyens, des entreprises ou d'autres types d'acteurs. Dans ces éléments-là, je pense que on peut faire le meilleur comme le pire. Est-ce que les citoyens ont raison de se questionner? Est-ce que les banques ont raison de se questionner? Oui, il y a énormément d'options techniques, et ces options techniques ensuite vont avoir des implications dans la vie de notre quotidien ou pas, en fonction de ce qui sera fait et choisi. Mais quelles implications techniquement c'est un système parallèle au système bancaire, là, puisque ces portefeuilles ne dépendraient pas des banques. C'est pas de l'argent que vous aurez sur un compte en banque, c'est ça? Les banques sont, régulées par les banques centrales. Donc on ne peut pas dissocier le système bancaire, à proprement dit, du système des banques centrales et du système monétaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, elles seront dissociées à certains égards. Il est évident que s'il commence à avoir une app sur laquelle concrètement on peut recevoir de l'argent et qui dépend de la BCE, les banques de détail plus locales auront moins d'impact et d'intérêt à bien des égards. Ensuite, sur les éléments concrètement, à quoi ça peut servir dans la pratique, à faire de l'hélicoptère-monnaie comme il a été vu aux États-Unis par exemple, à aussi contrôler l'argent avec des risques d'usage. Mais je pense que en l'état, on est sur une phase préparatoire, deux phases préparatoires d'architecturation, de vision monétaire qui sont probablement encore plus futuristes à certains égards. Un des risques quand même principaux, et c'est le Comité européen de la protection des données qui a pris position, c'était en 2021, pour que l'euro numérique intègre un principe de respect de la vie privée et de protection des données dès sa conception. Parce qu'un des risques, c'est avec cette monnaie numérique d'avoir un traçage complet de votre vie, ce qui n'est pas le cas avec les espèces. Et là, quelles sont les garanties que peut apporter la Banque Centrale Européenne et les banques centrales sur le respect de la vie privée avec une monnaie numérique? C'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, on a vu avec RGPD sur les données liées au digital qu'on pouvait quelque part faire ce qu'on voulait de nos données digitales. Sur les données de paiement bancaire, on sait aujourd'hui, via différentes applications qu'on peut utiliser au système de banque, qu'il y a une visibilité très forte sur nos dépenses par carte bleue, de manière générale. Sur les dépenses en cash, là, on a une totale confidentialité. Quelle garantie on a pour répondre à ta question? En l'état, aucune. Et ça dépendra des technologies qui sont utilisées, mais aussi de la volonté politique, au sens noble du terme, qui sera privilégiée.
Aujourd'hui, sur RGPD, dans le monde digital, on valide par un OK le fait qu'en somme, on fera ce qu'on veut de vos données. Je caricature, mais on est dans cette situation. De la même manière, sur ces sujets de confidentialité sur l'usage de l'argent, il y a un vrai sujet. Il doit être mis en avant et il doit être traité politiquement avec la meilleure des égards par rapport aux citoyens et vis-à-vis des citoyens. Mais c'est bien le problème, parce que dans le cadre de ce projet, il n'est pas prévu d'avoir de débat politique, ne serait-ce qu'au Parlement européen ou dans les parlements nationaux, sur l'implication de cette monnaie numérique. C'est quand même grave de se dire qu'on fait une monnaie technique parce qu'on peut le faire, sans avoir de réflexion politique sur ce qu'elle implique dans la vie quotidienne et dans le changement de société. Et sur ce point, Alexis, on est parfaitement d'accord. On a des nouvelles technologies qui peuvent créer des monnaies intelligentes, programmables, et c'est l'objectif de l'horizon qui se dessine sur ce euro numérique. C'est-à-dire, on est capable de politiser la monnaie, de la rendre intelligente. Qui dit intelligence dit des règles, des codes démocratiques en théorie. Et là, il y a vraiment un élément essentiel, c'est que ces débats doivent être politisés, démocratisés au maximum, si on veut que ce soit architecturé avec le plus d'équilibre possible. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Marginalement. Ouais. Mais il y a ce mouvement de monnaie numérique qui est partout dans le monde. La Chine qui veut faire le yuan aussi, mais là c'est une volonté politique pour le coup. C'est pas la banque centrale, c'est vraiment le parti qui décide. En Europe, on voit que c'est la banque centrale qui voudrait mener la danse en bypassant du coup le débat politique. Pourquoi il y a ce moment en fait historique de la monnaie numérique et qu'est-ce que ça implique dans le changement en fait de passer d'une monnaie physique à une monnaie numérique? Est-ce que la société va radicalement changer? Peut-être que oui, en fonction des usages et des choix qui seront faits. Ça peut changer pour le meilleur et pour le pire. Et les citoyens le sentent. L'historique de ces monnaies numériques, on le sait tous, c'est la création du Bitcoin en 2008-2009. Et une forme de formalisation de ces technologies par le World Economic Forum en 2015 par la une du The Economist qui a titré The Trust Machine. Donc ensuite, on rentre dans une phase qui autorisait à parler du fait de digitaliser la monnaie, et c'est la phase dans laquelle sont rentrées les banques centrales. En Chine, tu l'as mis en avant, en Russie, dans les BRICS, via le projet R5 de projet monétaire BRICS, pour concurrencer le dollar. Et aujourd'hui, on a des technologies avec lesquelles, si vous voulez protéger la vie des citoyens et la vie privée des citoyens, vous pouvez. Si vous voulez les tracer, voire même les contrôler, leur autoriser de dépenser ou de ne pas dépenser leur argent sur telle ou telle typologie d'argent, vous pouvez. Mais si vous voulez aussi créer du cash digital, institutionnel, privé, qui protège le citoyen avec des portefeuilles privés, comme on a un portefeuille dans notre poche, historiquement, vous pouvez le faire. Et donc, on revient probablement pour moi à ce que tu mettais en avant il y a quelques minutes. Pourquoi ces sujets essentiels ne sont pas politisés ? Et dans le sens noble du terme, et par tous les partis, par toutes les philosophies de pensée, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai questionnement, et il faut y répondre, et c'est ce que tu mets tu tentes de mettre en avant ici. Mais on entend, quand on parle de politique et d'argent numérique, de crypto notamment, c'est souvent pour dénoncer le rôle des cryptos dans l'économie parallèle, dans les trafics illégaux, ou là récemment le financement du Hamas avec les crypto-monnaies. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est pour empêcher l'avènement de ces cryptos qui ont quand même maintenant plusieurs dizaines d'années? Pourquoi ce débat tourne toujours autour de attention, la confiance? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans les crypto-monnaies ou pas? On en est encore là 10 ans après. Alors, sur l'utilisation des moyens de paiement pour des usages, je dirais, internationaux, que ce soit au Grey Zone ou Black Zone, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des moyens de paiement, que ce soit le cash, l'or, les diamants, et aujourd'hui, les cryptos. C'est un moyen de paiement, c'est un moyen de transfert de valeur, et ça en fait partie. Et ceci dit, tous les acteurs de vente d'armes ou de vente d'un certain nombre d'actifs, je dirais, qui peuvent questionner, utilisent ce type tous les types de supports de paiement. Ce qu'on a évoqué, l'or, le diamant et les actifs numériques, les bitcoins ou autres, font partie de ces nouveaux, supports de paiement. Et sur le monde de la finance, les banques traditionnelles, comment elles voient l'arrivée de ces cryptos? Je pense qu'il y a différentes approches. Il y a une approche qui était de dire historiquement, on a des concurrents qui sont en train de se créer dans le monde de la tech sur des moyens de paiement parallèles et mal contrôlés. Ça, c'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, il y a des banques, notamment américaines, qui se disent on a une nouvelle classe d'actifs d'investissement qu'on va pouvoir proposer à nos clients.
Et on le voit notamment avec cette grande structure financière américaine qui est en train de créer son ETF, à savoir BlackRock. Donc en fait, il y a des personnes qui vont avoir, en fonction de leur intérêt, plutôt tendance à défendre un nouveau produit financier d'investissement, stricto sensu, et d'autres qui vont avoir tendance à vouloir freiner un concurrent au paiement. Et aujourd'hui, sur ces thématiques, les cryptos sont un concurrent au paiement pour les banques, sans ambiguïté, mais ça sera peut-être aussi le cas d'une monnaie digitale de banque centrale si les particuliers ont des wallets privés et qui n'utilisent pas des manques de détails, par exemple. Et on en est où du projet de Mark Zuckerberg de faire un argent, justement, une crypto méta? Alors, pour l'instant, c'est en pending. Ça a été mis de côté. Le projet Libra était devenu Diem et finalement, il a été mis entre parenthèses. Je pense que c'est un sujet essentiel sur ces thématiques monétaires. Aujourd'hui, on a des outils technologiques qui permettent d'imprimer monnaie. Comme, fut un temps, l'imprimante de Gutenberg permettait d'imprimer des livres. Alors, historiquement, on a d'abord imprimé beaucoup de Bibles, avec, en tout cas, des livres de référence de l'époque, avec ce type de technologie. Aujourd'hui, on commence à imprimer de la même manière des unités de référence en termes d'actifs économiques, des euros ou autres. Mais comment, sur cette technologie, ensuite, on va pouvoir potentiellement créer une diversité de monnaies, une diversité de philosophies monétaires, c'est probablement ce qui se dessine au travers de ces technologies. Oui, parce que concrètement, c'est quoi la monnaie ? Alors c'est une excellente question, et de ce point de vue-là, je me suis permis de t'amener un petit cadeau, Alexis. Et c'était pour illustrer. Alors c'est pas de la corruption, je te rassure. Je t'ai amené un billet qui a été imprimé en accord avec la Banque Centrale Européenne. D'accord ? C'est un billet de 0 €. Je vais le montrer à l'antenne. C'est un billet de 0 €. D'accord. Ouais. Donc pas de corruption. Voilà, le Panthéon, Paris, donc, officiel. C'est 0 €. Donc, alors, pourquoi je te donne ce billet ? La Tour Eiffel. Voilà, il y a un certain nombre de symboles sur ce billet. Mais c'est un billet de 0 €, officiellement de 0 €, imprimé en accord avec les institutions de la Banque Centrale Européenne. Le premier typologie de ces billets, qui sont des billets souvenirs en réalité, a été fait en 2019 dans le cadre d'un anniversaire pour la chute du mur de Berlin. Ce qui est fondamental, vous voyez quoi dans ce billet ? Vous pouvez y voir la valeur 0. L'euro, ça vaut rien. Ou l'argent, ça ne vaut rien. Vous pouvez ici y voir un symbole qui est celui du Panthéon. Le Panthéon français, dans lequel on va pouvoir y voir Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, Émile Zola, Félix Éboué, Simone Veil. Donc, et c'est toute cette complexité que je voulais illustrer au travers de ce petit objet, certes papier. Mais je veux dire, via la monnaie numérique, de la même manière, on peut associer ce qu'on souhaite, les valeurs que l'on souhaite, ce qu'on veut y mettre et ce qui va faire que l'économie va fonctionner de telle ou telle manière. Il y a un économiste... C'est-à-dire des valeurs comme, par exemple, l'état de droit, les libertés fondamentales, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment ça la philosophie monétaire derrière. Ou l'inverse. Ou l'inverse, voilà. Donc on a des technologies qui permettent de faire tout et son contraire. Et c'est pour ça qu'il faut être probablement extrêmement vigilant dans la manière dont ces technologies vont se déployer d'un point de vue institutionnel. Il y avait un économiste, Bernard Liater, qui a participé à la création de l'ECU et de la BCE, il était membre du board de la création de l'ECU, il était prof à l'université de Berkeley en fin de carrière, et qui défendait ces idées de monnaie féminine, de monnaie masculine, de monnaie verte, de monnaie qui peuvent exprimer d'un point de vue économique toute forme de fonction qu'on peut leur allouer. Et ça, c'est ce que permettent de faire les monnaies programmables, c'est ce que permettent de faire les monnaies digitales, et c'est probablement, derrière tous ces projets numériques de banque centrale, ce qui se dessine. Mais attention, si les monnaies deviennent intelligentes et politisées, la démocratie, au sens strict du terme, a son mot à dire. Et sur cette base-là, vous pouvez retrouver, ou avec des monnaies autoritariennes, et d'autres personnes qui décideront pour vous de ce que vous pourrez faire ou pas de votre argent, ou des monnaies profondément démocratiques. Voilà, donc c'est un choix, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la monnaie ? La monnaie, sur la base des technologies que nous avons aujourd'hui, collectivement, nous en construirons ce que nous voulons, à l'image de ce billet que je t'ai transmis. De 0 €. Mais est-ce que l'euro, c'était une bonne chose quand il a été créé ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire cette monnaie a permis d'éviter bien des crises, alors qu'on est dans une période inflationniste quand même assez terrible ? Pour moi, l'euro était une bonne chose, historiquement. Ouais. C'était un bon projet. Il faut savoir que, comme toute chose dans la vie, les choses évoluent. Il y a des choses qui sont très bien un jour et qui sont pas moins bien le lendemain, des choses qui sont pas bien un jour et meilleures le lendemain, et parfois il y a un côté paradoxal d'éléments yin-yang.
L'euro, ça a permis une force dans le commerce international pour les grandes entreprises européennes, indéniablement, pour les grandes banques aussi européennes. Ça a permis à certains pays, notamment la France, de s'endetter en utilisant quelque part la richesse d'autres pays ou des garanties hautes et la bonne gestion, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne. Et ça a permis une consolidation monétaire qui a permis de voyager, un certain nombre d'échanges. Maintenant, la diversité monétaire peut aussi exprimer des valeurs autres. C'est-à-dire, on parle parfois des monnaies locales. On a en France, par exemple, le SCO. À Paris, je crois que c'est la pêche. Donc, les monnaies locales peuvent aussi permettre d'être des réserves de valeur qui se créent, qui sont des réserves de valeur de vie, de travail, et qui vont amener une dynamique économique. Et donc, je pense que sur ces sujets-là, il ne faut pas être dans l'opposition, dans le manichéisme. C'est-à-dire que l'euro a apporté beaucoup, mais l'euro a aussi ses faiblesses. Et donc, est-ce que d'autres monnaies, et sur la base notamment des technologies qu'on a, dans un cadre institutionnel, républicain, juridique, peuvent apporter de la valeur pour les citoyens? Oui. Aujourd'hui, en France, on a 4 à 5 millions de personnes qui sont au RSA ou au chômage. Pourquoi n'utilise-t-on pas cette énergie économique? Je parle d'énergie, mais c'est une réalité. Ces forces d'intelligence, ces forces de travail, pour créer de la valeur au sein d'une unité de compte dédiée. Et cette unité de compte dédiée permettrait de créer, de garantir à des gens une vie meilleure et aussi d'exploiter, au sens noble du terme, le travail et l'énergie de ces personnes. Je pense qu'il y a des vraies réflexions dessus à avoir. Et ça se couple aussi à des monnaies régionales, à des monnaies locales et tout la richesse que ces technologies devraient, d'un point de vue théorique, permettre d'apporter et en pratique aussi. Merci beaucoup Yann Le Floch. Du coup, je garde les 0 €. C'est pas de la corruption. Merci à vous. La monnaie, donc, un sujet clé et on n'a pas fini d'entendre parler avec ce projet d'euro numérique. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Twitter, devenu X depuis le rachat de la plateforme de bavardage, de clavardage par Elon Musk, le milliardaire américain. Et depuis ce rachat, certains utilisateurs de cette plateforme sont mécontents parce que il y a moins de modérateurs, parce qu'il y a plus de désinformation, parce qu'il y a plus de discours de haine, parce que bref, on peut plus dire n'importe quoi. Alors si, on peut dire n'importe quoi sur Twitter, mais pas tout n'importe quoi. Alors voilà que nos chevaliers du fact-checking, vous savez, quand on vérifie si les faits sont bien des faits, ont décidé de faire la grève du tweet, la grève du post sur X. Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France, Julien Pain ont appelé, avec d'autres, Karine Lacombe, mais aussi Sophia Aram, dans une tribune du Monde, à ne pas tweeter aujourd'hui pour faire plier Elon Musk dans sa volonté de libérer le discours sur Internet, sur la toile. Alors, Twitter, c'est une entreprise privée, X aussi. L'idée est qu'elle soit rentable pour Elon Musk et il a voulu changer la façon dont était modéré le discours sur Twitter. Et c'est vrai qu'on se rappelle de la part de ces nombreux fact-checkers, dont je viens de lister les noms, des déclaration un peu à l'emporte-pièce sur le virus. Vous vous rappelez, le coronavirus, le Covid. On ne pouvait pas dire tout et n'importe quoi, mais eux, si, ils pouvaient. Et puis après, ils ont dit, c'est vrai, on en a dit des bêtises, notamment Julien Pain, qui est revenu là-dessus, parce que, en réalité, son métier de fact-checker, pendant un temps, ça a été simplement d'être lecteur des communiqués de presse de Pfizer et d'autres labos, et de relayer donc la bonne parole dite scientifique, alors qu'il fallait aussi peut-être écouter d'autres professeurs, comme le professeur Raoult, qui disait pas que des conneries, comme on dit, mais les plages dynamiques, le pass, toutes ces choses incroyables, tout ça qui aujourd'hui finalement permet d'être revenu dans le débat public. Et puis on se rappelle du scandale aussi, à l'époque où Twitter s'appelait encore Twitter, de la censure de l'information sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Et dans cet ordinateur, on voyait que le fils Biden était cocaïnomane et autres, qu'il aimait les jeunes prostituées et les armes. Tout ça a été censuré en pleine campagne présidentielle américaine et ça n'a pas plu, bien sûr, au camp démocrate. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, le fonds Marianne. Rappelez-vous ce fonds qui avait été mis en place par Marlène Schiappa suite à l'assassinat par un djihadiste du professeur Samuel Paty pour justement lutter contre la radicalisation. Et Rudi Reichstadt en a largement profité pour faire pas grand-chose, tout comme certaines associations dont on se demande quel a été le travail avec ce fonds Marianne. Donc il faut rappeler ce qu'est le fact-checking. Il faut rappeler aussi que l'envie de censure est toujours là, avec un commissaire européen comme Thierry Breton qui souhaiterait lui aussi faire plier Elon Musk et les plateformes pour que enfin le discours censuré le soit pour notre bien à tous. Voilà, alors c'est peut-être pas le Note Twitter Day, en tout cas vous êtes sur Sud Radio et on continue Poulain sans réserve. Alexis Poulain sans réserve, l'invité.
Et l'invité, c'est Arnaud Benedetti. Bonjour, vous êtes professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous avez récemment publié aux éditions du Cerf, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Je voulais vous avoir en plateau... Avec Stéphane Rosès. Avec Stéphane Rosès, on ne l'oublie pas et on le salue. Je voulais vous avoir en plateau pour parler quand même du 14e 49.3, article 40 alinéa 3 d'Elisabeth Borne. Alors, cette fois, c'est pour faire passer le budget de la sécurité sociale. Quelles sont les excuses qu'a avancé Madame Borne et son gouvernement pour passer de nouveau en force pour une 14e fois? L'excuse, elle est simple. Elle est liée, j'allais dire, presque à ce qui s'est passé en juin 2022 au moment des élections législatives. C'est que, tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il est avec une majorité très relative, la plus relative d'ailleurs qu'un gouvernement ait eu sous la Ve République. Vous savez qu'en 67, il y avait une majorité relative, mais le général de Gaulle pouvait s'appuyer sur le groupe des Républicains indépendants, et puis ensuite, 68 est arrivé, il a dissous, il y a eu une majorité absolue. En 88, on a eu aussi une majorité relative, il faut s'en souvenir, où Michel Rocard avait quand même des amortisseurs sur sa droite et sur sa gauche. Combien de 49.3, Michel Rocard? Il détient le record encore. Oh, il était, de mémoire, on était plus d'une vingtaine, je crois, de 49.3. Surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait un droit de tirage illimité sur les 49.3. La réforme constitutionnelle de 2008 bride un peu quand même l'usage du 49.3 par l'exécutif, puisque vous ne pouvez, hors loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, vous ne pouvez utiliser le 49.3 qu'une fois par session. Donc, ce qui limite quand même l'usage du 49.3. Mais c'est vrai que en un peu plus d'un an, 14 utilisations du 49.3, c'est quand même un recours assez intense à cet outil constitutionnel. Mais juste pour terminer, la différence entre aujourd'hui et 88 et 67, c'est que indéniablement, on a une majorité qui, de fait, est impossible à l'Assemblée nationale. D'où la nécessité pour l'exécutif d'utiliser le 49.3, sauf à trouver des majorités de compromis, ce qu'il arrive parfois à trouver, mais on voit bien que là, aujourd'hui, on est quand même à la limite du système. Mais c'est quoi cette limite? C'est que après le 15e 49.3, c'est le décret? C'est quoi? C'est l'Assemblée nationale qui ne sert plus à rien? Un gouvernement qui veut passer en force systématiquement? Elle est où la démocratie? Alors écoutez, non, mais le 49.3 est un outil constitutionnel qui existe, qui a été utilisé par différents gouvernements depuis le début de la Ve République, par tous les gouvernements d'ailleurs. Mais si vous voulez, il faut se souvenir que dans l'esprit des constituants de la Ve République, le 49.3 était un outil qui avait finalement été conçu bien plus pour contraindre sa propre majorité que pour contraindre les oppositions. Et si vous voulez, d'une certaine manière, on a un détournement de l'esprit du 49.3 depuis un certain nombre d'années, et ça se sent aujourd'hui encore plus à l'occasion de cette 16e législature. C'est qu'en fin de compte, en effet, c'est en train de devenir un outil qui bride véritablement le débat parlementaire. François Hollande avait une majorité qui était une majorité absolue à l'Assemblée nationale lors de son mandat entre 2012 et 2017. Il utilisait certes le 49.3. L'utilisation du 49.3 était certes très contestée, y compris dans la rue, mais il l'utilisait parce qu'il avait des frondeurs à l'intérieur de sa propre majorité. Souvenons-nous de l'utilisation du 49.3 par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 77-78, quand Raymond Barre est Premier ministre. Il le fait parce qu'il sait très bien que sa majorité, qui est une majorité de coalition avec une partie du RPR, le contraint à utiliser cet article-là pour contraindre justement sa majorité. Là, en la matière, c'est que l'outil, en effet, est un outil qui paraît bloquer le fonctionnement de la démocratie parlementaire, parce que la démocratie parlementaire, aujourd'hui, représente une Assemblée nationale, qui est une Assemblée nationale qui est assez représentative de l'état de l'opinion publique française, malgré un niveau d'abstention très fort à l'élection législative. Et donc, vraisemblablement, l'outil 49.3 est encore plus mal perçu et encore plus mal ressenti, parce qu'il va à l'encontre, d'une certaine manière, de l'état de l'opinion, qu'il ne l'était lors d'autres législatures. Oui, mais il y a aussi toujours un peu derrière la volonté de faire un chantage. On va écouter ce que disait ce matin Thomas Cazenave, le ministre des Comptes Publics, au micro d'une autre radio.
s'il n'y a pas de 49.3, il n'y a pas de budget. Donc on ne fonctionnerait plus. Donc notre responsabilité, c'est effectivement utiliser le 49.3 et doter la France d'un budget. C'est honteux. C'est faux. C'est une fake non, news. mais c'est faux. Là, on a un ministre qui ment. Moi, j'incite le ministre à relire la Constitution de la Ve République. C'est un problème s'il ne la connaît pas. L'article 47 de la Constitution de la Ve République dispose que si le Parlement ne s'est pas mis d'accord au bout de 70 jours sur le projet de loi de finances, le gouvernement peut tout simplement procéder par ordonnance. Donc, si vous voulez, l'idée qu'il pourrait y avoir un shutdown à la française tel qu'il existe aux États-Unis est une idée qui est fausse. Soit on n'a pas lu la Constitution, soit on ment. Mais on ne peut pas dire aux Français que le risque de ne pas avoir de budget existe aujourd'hui dans le fonctionnement institutionnel français. Sauf à ce que, comme le disait notre ami Benjamin Morel, constitutionnaliste, que nos gouvernants soient assez fous pour ne pas utiliser les ordonnances. Mais alors là, je veux dire, on rentre dans une autre... Mais c'est totalement impossible. Voilà. C'est totalement impossible. Donc, dire que on utilise le 49.3 parce que on risque de ne pas avoir de budget, non, ce n'est pas vrai. La réalité, on utilise le 49.3 parce qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors après, les oppositions peuvent déposer des motions de censure, elles ne manquent pas d'en déposer. Le problème, c'est qu'il faut réunir une majorité pour qu'une motion de censure puisse, en effet, être adoptée. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette mandature. Voilà. 49.3, motion de censure, et ça passe et on continue. Mais ça peut continuer encore longtemps. Vous disiez qu'il y avait une limite au nombre de... Non, mais il y a une limite, si vous voulez. La limite, elle peut venir du Parlement, aujourd'hui, à ce stade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'une motion de censure déposée par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale finissent par voir toutes les oppositions converger et censurer le gouvernement. On l'a vu au moment de la discussion sur les retraites avec le groupe parlementaire Lyotte qui a déposé une motion de censure qui n'a pas été adoptée à 8 ou 9 voix près. Le risque est réel dans l'état des rapports de force politiques, sauf que est-ce qu'à un moment donné, par exemple, les Républicains décideront de s'associer à une motion de censure? Parce que d'une certaine manière, c'est eux qui ont la clé de la survie de ce gouvernement. Aujourd'hui, il est évident que s'ils décident de s'associer à une motion de censure, les chances pour que le gouvernement de Madame Borne soit renversé ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, négligeables. Et c'est ce qu'essaye aujourd'hui d'éviter de différentes manières l'exécutif. Mais je pense que moi, si vous voulez, cette législature me paraît très faible pour tenir en l'état jusqu'à 2027. Ça va être très compliqué. Parce que plus on va avancer dans le mandat, plus les tensions internes à ce qui existe comme majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, vont s'accentuer. On est déjà, d'une certaine manière, dans le post-Macron, qui plus est. Et on voit bien que, par exemple, sur un texte comme le texte qui doit être présenté prochainement au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale, le texte sur l'immigration, on voit bien qu'il y a des divergences qui existent au sein de la majorité. La ligne de M. Darmanin n'est pas forcément la ligne qui est aujourd'hui, poussée par une partie de la gauche de cette majorité. Donc, ça risque d'être plus compliqué, en effet, dans les mois qui viennent. On continue d'en parler tout de suite sur le plateau de Sud Radio, Poulain sans réserve, jusqu'à 13h. À tout de suite. Et on se retrouve sur Sud Radio avec notre invité Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur avec Stéphane Rosès de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du Cerf. Alors Chaos, c'est pas le chaos justement à l'Assemblée nationale pour en arriver à autant de 49.3 comme on le disait auparavant. Est-ce que cette absence de majorité de fait peut fragiliser Elisabeth Borne et faire qu'elle ne passera pas finalement l'hiver ? Écoutez, pour ne pas passer l'hiver, encore une fois, il faudrait qu'une motion de censure soit adoptée. Mais il est clair que, qu'on le veuille ou non, pour le texte, qui est un peu le texte de la mère de toutes les batailles sur l'immigration, l'usage du 49.3 à ce stade me paraît l'hypothèse la plus probable, en raison, en effet, des difficultés que l'on vient d'évoquer, que les LR... en tout cas à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, ne sont pas prêts à voter ce texte, notamment en raison de l'article 3 sur les métiers en tension.
Mais le fait même qu'elles soient obligées d'utiliser sur ce texte le 49.3 constituera de fait un aveu d'échec politique. Pour de multiples raisons, parce qu'elle sera obligée de passer par le 49.3 vraisemblablement parce que peut-être que les LR ne voteront pas le texte, mais aussi peut-être parce qu'une partie de sa majorité sur sa gauche risque là aussi de trouver les concessions que semble vouloir faire M. Darmanin aux Républicains comme insupportables. Et donc, elle n'aura d'autres alternatives que d'utiliser ce 49.3. C'est un vrai problème pour elle. Ensuite, la question est de savoir si une motion de censure a des chances d'être déposée. Si les LR vont jusqu'au bout de leur opposition et au bout de la logique d'opposition dans un système parlementaire, comme celui de la Ve République, en tout cas, parlementarisme rationalisé, il est évident que le dépôt d'une motion de censure va de soi. Iront-ils jusque-là? Je n'en sais rien, mais s'ils déposent une motion de censure, le risque de convergence, dont on parlait tout à l'heure, des oppositions sur une motion de censure déposée par LR, est non négligeable. Et dans l'hypothèse, faisons de la politique fiction, il faut toujours faire attention à la politique fiction parce qu'elle est affirmée par les faits. Mais enfin, parfois on peut avoir des fulgurances. Mais clairement, si cette motion de censure est adoptée, Madame Borne remettra sa démission au président de la République, mais qui est libre ou pas de l'accepter. Oui. Il peut très bien décider d'essayer de reconduire Madame Borne, qui sera quand même contrainte de réengager la responsabilité de son gouvernement en tant que Première ministre, après peut-être un toilettage de ce gouvernement. L'autre hypothèse, c'est le changement de Premier ministre, hypothèse qu'il ne faut pas non plus exclure. Il y a de nombreux candidats qui sont déjà prêts à la remplacer. Est-ce que M. Macron a intérêt à un changement de Premier ministre avant les élections européennes? Ça, c'est une question. Et puis, il y a l'autre hypothèse, qui est la dernière, qui serait l'hypothèse de la déflagration maximale, si je puis dire, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre le président de la République quand on l'interrogeait sur si jamais une motion de censure était adoptée. Ira-t-il jusque-là? Adopter, la dissolution serait possible, mais qu'est-ce que ça voudrait dire si des élections législatives avaient lieu? Enfin là, on est dans la politique fiction, c'est sûr, mais déjà qu'il n'y a pas de majorité, je ne pense pas que ce qui sortirait des urnes serait une claire majorité. Oui, parce que là, on retrouve finalement, si vous voulez, l'aspect très chaotique de notre vie politique et de la crise démocratique que nous traversons depuis maintenant un certain nombre d'années, qui s'est accélérée quand même sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est que on a un champ politique qui est extrêmement balkanisé. Et le risque qui est non négligeable dans cette hypothèse-là, c'est que l'on se retrouve pour le coup avec une Assemblée nationale totalement introuvable sur le plan des majorités. C'est-à-dire qu'on ne soit pas du tout capable même de constituer une majorité relative. Sauf, autre hypothèse, puisqu'on est dans la politique fiction, à ce que finalement une partie des LR aille jusqu'à nouer un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Mais là aussi, ça me semble pour l'instant assez fragile. C'est quand même assez incroyable de voir que après la réélection... Donc on se retrouverait, je vous coupe 30 secondes Alexis, on se retrouverait dans une situation assez paradoxale d'avoir finalement une Assemblée nationale de type 4e République sous la 5e République. Évidemment quelque chose qui est à franc renversé de ce qu'avait pu imaginer le général de Gaulle et Michel Debré lorsqu'ils ont pensé assez intelligemment quand même la Constitution de la 5e République. Mais déjà ça, est-ce que ça dit pas aussi du changement, des modifications de la 5e, l'élection législative après l'élection présidentielle dans la foulée, qui fait que on se retrouve un an après la réélection d'Emmanuel Macron avec une situation quasiment d'ingouvernabilité ou du moins de non-majorité et toutes les écuries politiques qui ne parlent que de la prochaine élection présidentielle, à un an de celle qui vient d'avoir lieu. C'est quand même assez incroyable de voir que tout le champ politique tourne autour d'une élection, l'élection du président de la République. C'est la conséquence, du quinquennat et de l'inversion du calendrier, qui a, disons, accéléré, malgré tout, la décomposition politique qui avait même commencé bien avant.
mais c'est vrai que ça n'a pas été un facteur de stabilisation de la vie politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout c'est un facteur qui a renforcé finalement, qui a hypertrophié la Ve République, fondamentalement. La Ve République est quand même une république, c'est le moins qu'on puisse dire, très verticale. Et c'est encore plus verticalisé avec ce calendrier qui est un calendrier sur 5 ans, avec une inversion du calendrier, et où finalement nous avons une Assemblée nationale, lorsque elle est élue avec une majorité absolue, donne finalement peu de respiration à la vie parlementaire et à la vie démocratique. Et là, on aurait le moyen, si vous voulez, d'avoir une respiration avec une Assemblée nationale qui est justement une Assemblée nationale assez représentative. En fait, contre le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas compris le message que lui ont envoyé les Français en 2022. Les Français lui ont envoyé... Ils n'ont pas voulu lui donner les pleins pouvoirs. Ils ont tout simplement envoyé une majorité qui ressemble à ce qu'est aujourd'hui le camailleux politique de la vie politique française, et ils ont voulu d'une certaine manière lui adresser ce message en lui disant: mais maintenant vous vous débrouillez avec cette Assemblée nationale, ça veut dire que vous négociez, vous faites des compromis, vous essayez de trouver des majorités, vous écoutez un peu plus que vous ne l'avez fait lors de votre premier mandat. La réalité, c'est que il n'a pas 100 jours d'apaisement qui finissent avec des émeutes. Il n'a pas vraisemblablement, lui, reçu ce message 5 sur 5, c'est le moins qu'on puisse dire là aussi. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est à ce stade extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Enfin, regardez sur la réforme des retraites, ça a été un bras de fer contre la majorité des Français, au-delà des mouvements syndicaux, avec ce 49.3, avec ces 100 jours d'apaisement qu'on finit avec les émeutes qu'on a vues. D'ailleurs, Elisabeth Borne recevait hier les maires des villes qui avaient été touchés par ces émeutes. On a l'impression d'improvisation, on a l'impression de marcher un peu dans des territoires inconnus. Emmanuel Macron, qui avait aussi, rappelez-vous, les rencontres de Saint-Denis, réunis autour de la table pendant 12 heures, les différents chefs des partis en présence. Deuxième rencontre de Saint-Denis qui devait avoir lieu ce lundi, mais annulée du fait de l'actualité internationale. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ? Ça dit qu'Emmanuel Macron essaye de trouver un chemin pour sortir de cette crise démocratique qui ne cesse, d'une certaine façon, de fragiliser son pouvoir, mais qui n'y arrive pas. Il a eu plusieurs tentatives depuis quelques mois. Rappelez-vous le fameux Conseil national de la refondation, qui est quand même aujourd'hui passé largement sous les radars et auquel la plupart des forces d'opposition n'ont pas voulu consentir. L'épisode de Saint-Denis qui était présenté comme la grande initiative politique d'Emmanuel Macron était un épisode qui visait finalement à essayer de trouver un accord sur une éventuelle réforme constitutionnelle pour aller très vite. La réforme constitutionnelle, de toute façon, aujourd'hui, en l'état de ce que l'on sait du Parlement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, paraît en tout cas une hypothèse là aussi peu plausible. Donc, ça nous dit que tout simplement Macron est quelque part le produit le plus avancé de ce processus de décomposition politique que l'on connaît depuis des décennies, qu'il a été d'une certaine façon le sauveur d'un système qui est de moins en moins représentatif sur le plan démocratique, qu'il a réussi habilement un tour de force quand même politique en 2017, qu'il a réussi à renouveler ce tour de force en 2022, sauf que la différence fondamentale entre 2022 et 2017, c'est que là, il se retrouve avec une Assemblée nationale où il ne dispose pas de majorité. Une Assemblée nationale qui dit ce qu'est la crise politique du pays. Et donc, face à cette crise politique, il essaye de trouver des sorties qui, manifestement, n'arrivent pas à trouver une issue. Ça va être compliqué de tenir 4 ans comme ça encore ? Ça va être très compliqué. On verra bien ce qui se passera aux élections européennes, qui quand même vont nous donner un état des lieux des rapports de force politiques dans ce pays. Emmanuel Macron peut décider à un moment donné, prendre une véritable initiative politique et non pas de faire des initiatives de communication, comme le Conseil national de la refondation ou la rencontre avec l'ensemble des forces politiques à Saint-Denis. La Constitution permet à un moment donné d'essayer de sortir par le haut
d'une crise, il a le premier outil qui est l'outil du référendum. Ouais. Il peut décider à un moment donné sur un sujet, il aurait pu le faire sur les retraites, il ne l'a pas fait évidemment, de redonner la parole au peuple. C'est ce que faisait, je rappelle, le général de Gaulle. Michel Debré avait pour habitude de dire que quand il y avait une crise de légitimité, in fine, de toute façon, le souverain suprême, c'était le peuple et qu'il fallait retourner au peuple. Bon, depuis 2005, plus personne ne veut retourner au peuple et on comprend. On espère. Et l'autre solution, je termine juste, l'autre solution, c'est la dissolution. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Politique fiction ou réalité, on le saura bientôt dans le futur. Merci d'avoir été notre invité sur Sud Radio. Dans un instant,